qualité, productive, pour orienter la production vers une production éthique et responsable. C'est tout le rôle de la monnaie locale. Alors après, il y a aussi redéfinir le rôle de l'argent avec la monnaie locale. C'est l'argent, à quoi ça sert au final? Est-ce que c'est un bien dont on ne comprend plus le sens parce que y a de l'argent qui, par un système économique qui s'accumule à un certain niveau, mais qui ne sert plus au bien commun, qui ne sert plus aux populations. Les fonctions, l'économie, ça sert à, la monnaie locale, c'est aussi penser l'économie. C'est-à-dire que l'économie, elle a un sens. Elle a un sens de fournir des biens, des services, de répondre aux besoins des populations. Et ça a toujours été le cas, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait un décrochage par une certaine classe qui capitalisait la monnaie, qui a fini par accumuler, qui s'est décroché de cet objectif de répondre aux besoins des populations. Parce qu'avant, il y avait toujours une contrepartie, même s'il y avait des gens qui accumulaient, ils offraient quand même certains services. Il y avait des services bancaires depuis longtemps, mais qui apportaient quand même des services de prêt, d'investissement. Les classes dirigeantes, la noblesse militaire, etc., offraient des services de sécurité. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une classe qui a accumulé au sommet de la hiérarchie mondiale, qui ne répond plus à aucun de ces services d'intérêt pour le bien commun. Et donc la monnaie locale, c'est aussi ça, c'est redéfinir, c'est ramener au niveau basique de quoi ont besoin les populations et comment on peut répondre à ces besoins par nous-mêmes du coup. Parce que dans l'économie actuelle, 97% de l'argent en circulation virtuelle ou en circulation réelle, c'est l'économie financière. 97. C'est la spéculation financière, 97%. 3% restant, c'est la monnaie qui sert pour le bien commun. C'est l'agriculture, c'est la santé, les services, les hôpitaux, l'éducation. Voilà. En volume de transaction ou... En volume de transaction, oui, bien sûr. En volume de transaction. Ou quoi? Parce que tu vois, par exemple, t'as 100 $ investis, mais en fait c'est totalement fictif, puisque... en volume de transaction, et puis du coup c'est du fictif comme de la monnaie aussi réelle. On le comptabilise plus aujourd'hui. La réalité de la monnaie, aujourd'hui, elle n'est plus là. Désindexée. C'est du scriptural. On écrit sur un compte bancaire. L'argent, la banque, elle vous prête de l'argent qu'elle n'a pas. C'est juste, elle a un effet d'annonce. Si nous, aujourd'hui, du jour au lendemain, on décide de tout retirer, la banque n'a pas cette production, cette fabrication de billets pour payer tous les gens. Ça repose ça repose sur la dette, ça repose sur la confiance. Donc la monnaie locale, c'est effectivement revenir à cette fonction primordiale. Et donc c'est un outil sur le territoire, c'est une monnaie papier. Différents territoires ont décidé quel type de billet ils avaient, de 25 centimes jusqu'à 50 €. Et c'est une monnaie qui va servir de repère, qui va être utilisée dans un certain réseau, et une monnaie qui va être symbolique de cet achat local. On va la voir, ce ne sera pas des euros, on va voir que c'est original, et on va l'utiliser dans un réseau qui a accepté, de professionnels qui acceptent de prendre la monnaie. Donc elle va développer des automatismes, des réflexes. J'ai un billet de 20 AIG parce que pour nous c'est la monnaie locale et ici sur le territoire on l'a appelé l'AIGA. L'AIGA elle se marque l'AIGA mais en occitan ça se prononce l'AIG. Et donc elle va favoriser les échanges locaux et elle va nous donner ce réflexe là d'acheter auprès des producteurs locaux. Voilà sa fonction première et elle encourage, oui aussi oui. J'ai une petite question sur ce fonctionnement-là. Chaque contributeur, enfin, chaque commerçant doit répondre à une certaine charte, j'imagine. Oui. Alors la charte, c'est une monnaie qui est complémentaire, qui est citoyenne, elle ne remplace pas l'euro. On aimerait bien lui donner un rôle très important. C'est-à-dire que plus on aura de citoyens qui sont impliqués, plus on va développer le réseau des producteurs, plus on va aussi développer les activités complémentaires pour faire revenir la production, plus les gens vont pouvoir trouver satisfaction dans le local. En plus, si on ajoute des mécanismes
pour donner plus d'accessibilité pour des populations qui n'ont pas les moyens d'acheter en bio ou en local, voilà, on peut aller encore beaucoup plus loin. Il peut exister toujours du beaucoup plus loin parce qu'on a une certaine ingéniosité, parce qu'on peut répondre, nous, en tant que citoyens, à des défis comme ça. Mais bon, après, voilà, il faut qu'on trouve une certaine coopération avec aussi les collectivités, avec les entreprises, avec les citoyens. C'est un peu le triptyque de la monnaie locale. C'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Les citoyens sont la base, c'est l'association. Dans cette association peuvent faire partie des acteurs publics, peuvent faire partie des associations, des entreprises. Et ça, les entreprises, même si elles veulent faire partie du réseau, elles sont obligées d'adhérer. Donc ta question, oui, c'était... excuse-moi. La charte. Ouais, Sur la charte. Pour donc, le commerçant. de côté éthique et compagnie, est-ce que... C'est ça. Alors la charte, on l'a définie, on a un cercle de pilotage, on fonctionne en collégial. Ce cercle de pilotage est ouvert à tous. Et les gens qui viennent peuvent participer aux décisions qui sont prises. On a établi une charte ensemble qui définit les valeurs. Donc on a des valeurs de respect de l'environnement, des valeurs éthiques, de respect social du travail. Et puis, ben voilà. Donc, est-ce qu'il y aura la monnaie locale au Super U ou c'est juste pas possible? Alors, le débat rien, quoi. nous a légèrement animés, mais pas trop. Je pense qu'on était tous d'accord sur la question. Que le Super U, on n'allait pas l'encourager. Mais par contre, on a l'exemple de la salle où on a un utile qui réseaute déjà sur le territoire, qui fonctionne avec les producteurs locaux. Okay. Et dont la gérante est très investie dans l'activité sociale locale. Donc, dans ces cas-là, ça pouvait se discuter. Mais ça pouvait se discuter, c'était pas automatique. Concrètement, ça se passe comment? Concrètement, quand on veut démarrer dans ce système? Alors, comment ça se passe concrètement? Il faut imprimer les billets. Parce que quand vous parlez de démarrer, c'est comment est-ce qu'on met en place une monnaie locale. Voilà, oui. Donc on s'occupe on réalise l'impression des billets, on réalise le graphisme des billets. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et nous, on a une logique qui est particulière. On développe un essaimage, c'est-à-dire des groupes locaux, des groupes de citoyens locaux qui vont animer la monnaie et l'installer sur leur commune. Donc on a un échelon qui est très proche de la population, des producteurs, de ce qu'ils ont, et qui a même de pouvoir créer cette dynamique, de faire connaître les producteurs, mettre en place un annuaire par commune, d'interpeller aussi les mairies, les collectivités pour les aider, de trouver un appui. Voilà, c'est une cellule très locale dans la monnaie locale. Et cet essaim va mettre en place des bureaux de change quand ils auront les billets. Ces bureaux de change vont recevoir les billets et vous pourrez échanger des euros contre des AEG. Voilà, c'est ça, ouais. Ces euros, nous allons les prendre, on va les mettre à la nef. Je ne sais pas si vous connaissez la nef. C'est la première banque éthique de France. C'est la seule qui répond à tous les critères éthiques et écologiques. Et donc cet argent à la nef est placé est ensuite redonné pour des activités éthiques sous forme de prêts. Et la nef s'engage à prêter pour les adhérents du réseau le double de ce qui est déposé en banque au total. C'est pas une banque, c'est une coopérative. C'est une banque coopérative. Ouais, ils ne définissent pas comme banque, puisque tu ne peux pas ouvrir de compte courant pour l'instant. Tu ne peux pas ouvrir de compte courant pour les particuliers. Pour les particuliers. Donc, mais nous, on ne sera pas particulier. Oui, mais la nef ne se considère pas comme une banque, contrairement à... Alors les deux sont associés de toute façon. Alors la nef est plus éthique que le crédit coopératif. Parce que je sais plus pourquoi, il y a une question de transparence sur les... il y a une question de transparence. Mais elle se rapproche de plus en plus. Du coup, le crédit coopératif offre des services complémentaires, aide la nef, l'héberge dans ses locaux, etc. Donc du coup, la nef, nous, c'est juste ça, c'est pouvoir bénéficier des prêts de la nef et de pouvoir déposer, d'avoir ce dépôt de garantie à la nef pour euros échangés. Donc nous, on sort des euros du système bancaire traditionnel, du système de la finance, et on les met sur un compte, qui fait ce dépôt de garantie, qui sert à la garantie de la monnaie. En cas de problème, on ne sait pas encore quel problème peut arriver avec les monnaies, parce qu'on ne les a pas vus, on a 65 monnaies locales à l'heure actuelle en France, on n'a pas vu de problème, mais si jamais on devait rembourser, en tout cas on peut rembourser le montant qui est en circulation sur le territoire.
combien de réseaux en France? 65 alors ou... 65 monnaies locales en circulation, quelques-unes qui ont commencé et qui ont arrêté. Bon, je crois que c'est à peu près 5 maximum. En fait, toutes les monnaies qui ont commencé ont continué sur leur parcours. On a des monnaies qui marchent très fort, qui sont des monnaies stars. On a le Leuschko dans le Pays Basque, qui est la première monnaie européenne. Je crois qu'ils sont entre 1 et 10 millions de chiffres d'affaires, pas de chiffres d'affaires, de transactions. Millions d'euros. Millions d'euros, ouais. Voilà, enfin de Leuschko du coup. Ouais, pardon. Et ils ont même un paiement dématérialisé. Bon, c'est pas la seule, hein, mais ils ont même un paiement dématérialisé. Ils ont obtenu, enfin, c'est la mairie de Bayonne même qui leur avait demandé, qui paye ses employés, enfin une partie des salaires de ses employés en Eusko. Voilà. Ils avaient été mis devant le tribunal par la préfète de Bayonne. Elle a été déboutée en fait de sa demande et ils ont pu payer les employés de la mairie en Eusko. Donc, Ah ouais, ça va loin. oui, ça va loin. Ouais. On peut avoir. Ça fait partie aussi des menaces que peut représenter le système par rapport à l'évolution des monnaies locales. Les monnaies locales ont été réglementées par la loi de 2014 sur le SS, qui ont fixé un cadre réglementaire, 1 euro contre monnaie locale, le fait d'adhérer, l'obligation d'adhérer à l'association en tant qu'utilisateur ou en tant que professionnel. Et c'est aussi cette limitation sur le qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. La limitation, tu veux dire, sur le volume des transactions Non, je sais plus. En fait, j'ai perdu le fil par rapport au sujet sur lequel on était. C'était la... sur un nombre de... Non, c'est une des menaces que ça peut représenter, c'est-à-dire que quand on demande, par exemple, si on demande à un centre des impôts s'il accepte les AIG, voilà. On peut très bien avoir un refus de la part de la préfecture, ils disent non, c'est pas légal, etc. Puis après, il faut les traîner devant le tribunal. Parce que c'est légal, parce que la loi sur le SS n'a pas rendu ça. Donc, oui, c'est légal de payer ses impôts en monnaie locale. C'est laissé à l'appréciation des centres d'impôts. Donc du coup, c'est le challenge soit de l'association qui porte le projet de la monnaie locale, soit de l'ESSEN local dans ce qui Et alors là, concrètement, ici, comment ça se passe? C'est laissé à l'appréciation du centre des impôts, on va dire, bon, si on reste sur le gardois. Ouais, bah alors... Et alors, on en est où, là? Non, on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, il y a 0 AIGE qui... Voilà, on en est au graphisme toujours. On en est au graphisme et on est aux impressions. Les maquettes devraient être à peu près rendues pour fin juin, début juillet. Avec une demande spécifique parce qu'on a deux groupes locaux qui veulent porter le projet ici comme je vous ai dit, des groupes locaux, ce qu'on appelle des essais, qui est l'association Terra Maire et la ressourcerie du Vigan, et qui vont gérer la monnaie locale que nous on va leur donner sur le territoire. Alors après, je sais pas si ça va couvrir Valorog, et moi je trouve que chaque commune, au contraire, il y a tout intérêt à développer un dessin parce que ça rapprochait le maximum de la population, des producteurs. En tout cas, le conseil municipal était motivé. Hein. Bon, mais génial. Quand on l'a interrogé. C'est une très bonne opportunité. Très motivé. Justement, vous parliez de territoire. Quel est actuellement le territoire? Alors on a misé nous, sur tout le territoire cévennes et Piémont-Cévenol, c'est-à-dire Sud-Lozère et le nord du Gard. Parce qu'ils présentent certaines potentialités, les ressources naturelles. Il a des problématiques qui sont communes, des prises rurales, des périssements, des services publics qui se barrent, etc. Les activités aussi, au fil des années, qui ont disparu. Donc on est sur les mêmes problématiques et du coup, ça peut motiver tout le monde à se pencher sur ces problématiques-là. C'est d'arrêter d'alimenter les grands flux aussi en termes d'aménagement économique. Les grands flux, c'est tout le monde qui va acheter à l'Est, Nîmes. Bon, à l'Est, c'est partie du territoire, mais du coup, c'est quand même d'avoir une logique rurale. Nous, à l'Est, ne passe pas en priorité. On a commencé avec des territoires ruraux, justement, les Zénombres, la Grand-Combe, territoires en crise ou ruraux. Les Zénombres, la Grand-Combe, Sumène, le Vigan, Saint-Jean-du-Gard, Sainte-Croix-Vallée française. On a ces territoires qui ont des problématiques communes et qui vont se concentrer sur comment on peut comment on peut redonner des fonctions productives au territoire. Voilà. Comment on peut faire que les gens n'aillent pas acheter et comment, à partir des besoins, on peut réorienter vers les besoins locaux, déjà en faisant connaître ce qui est existant et puis en trouvant des moyens de faire émerger d'autres activités de production auprès desquelles les gens pourront acheter. Voilà. Donc,
est-ce qu'il y a d'autres questions sur la monnaie? Je passe à la suite. Donc le planning là, c'est cet été design des billets et la planche à billets, elle va tourner à partir de quand d'après toi? Alors la planche à billets, de toute façon, on doit avoir livré les billets avant début septembre. On s'était engagé à ça par rapport justement au Vigan. Voilà. Donc les billets vont tourner à partir de ce moment-là et on aura des billets génériques de live qui seront sur tout le territoire et des billets spécifiques du Vigan qui serviront aussi sur le reste du territoire mais qui auront un graphisme particulier parce qu'ils en ont fait la demande. Donc ils auront une phase qui sera spécifique au Vigan. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà un réseau de commerces et d'endroits où on pourra l'utiliser qui est constitué ou ça se fait en phase 2 une fois que les billets sont en circulation? Alors ça c'est un peu le jeu du chat et de la souris en fait qui va augmenter le premier. Pour l'instant on a quand même pas mal de producteurs, on a 80 utilisateurs dans le réseau et on doit avoir une quinzaine entre 10 et 20 producteurs qui sont plus localisés entre la Grande Combe et Sainte-Croix-Vallée Française, on a aussi Saint-André de Valborgne. Et là, avec l'opportunité de l'association Terramaire et de la ressourcerie, on a un réseau beaucoup plus vaste. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur un sujet et sur qui viennent à lequel... peine de rentrer du coup et qui vont faire rentrer un gros réseau D'accord, d'entrée. déjà compliqué. J'ai entendu parler d'une monnaie qui s'appelle le June, ou June, et je ne sais pas ce que c'est. Et je voulais t'interroger ou c'est hors sujet? Tu peux me dire Non, c'est pas hors sujet, c'est une monnaie qui se développe en parallèle des monnaies complémentaires. C'est une monnaie qui est apparue récemment. Alors je suis pas spécialiste de la June, moi j'aime j'aime voir les monnaies complémentaires, les monnaies locales en complémentarité de la monnaie libre. La monnaie libre c'est un autre système, alors je vais sans doute en parler mal. Oui, parce que tu l'as pas choisi, donc... Parce que je l'ai pas choisi, que je la connais mal. Pourquoi ne pas rentrer là-dedans Ah, je vous dirais pas, moi je vous dirais au contraire de rentrer dans la June, parce que la June offre des avantages, on n'est pas en concurrence. D'accord. La June offre des avantages, alors c'est un réseau qui n'est pas indexé à l'euro, une monnaie qui n'est pas indexée à l'euro. Du coup, en termes de légalité, ça pose une cybermonnaie aussi des limites. On peut identifier une crypto-monnaie. D'accord. D'entrée, quand tu rentres dans le réseau, tu as droit à 200 Junes et tu as droit à 200 Junes par mois, automatiquement. C'est couplé à une espèce de revenu universel qui donne c'est automatiquement ça. Alors après, tu as un réseau pour l'instant qui est plus un réseau internet de gens qui t'offrent des choses finalement et avec ton capital, tu vas les acheter. Et au fur et à mesure que ça va se développer localement, tu vas trouver des gens qui vont t'offrir des choses localement. Mais pour l'instant, c'est encore pas assez développé. D'accord. Et la June a une logique plutôt transversale sur les territoires. C'est pas localisé que sur un territoire. Tandis qu'avec la différence avec la monnaie locale, c'est qu'on réfléchit vraiment à un territoire qui correspondrait à une économie sans pétrole ou une économie avec peu de pétrole. Ouais. Parce que c'est un peu l'obligation qu'on est amené à avoir. À l'heure actuelle, c'est réduire au maximum. Ouais. Du pétrole, on aura sans doute besoin pour les décennies à venir, mais notre défi, c'est de le réduire au maximum. Et du coup, la monnaie locale, elle participe à ça, parce qu'il va falloir retrouver cette production locale pour ne pas aller acheter et se fournir pour les entreprises trop loin. D'accord. Donc ça, c'est la vision de la monnaie locale, c'est ne pas être dépendant du pétrole pour faire tourner notre économie. Alors, c'est la vision de la monnaie locale et c'est la vision de différents courants à l'heure actuelle, l'écologique, la collapsologie, la décroissance qui a été longtemps pas très écoutée mais qui au final revient vraiment au devant de la scène à l'heure actuelle, qui est que de toute façon on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire en termes d'économie basée que sur des matières, des énergies non renouvelables. Ouais. Et qu'elles sont plus là, les énergies renouvelables, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas trouvé d'alternative. L'électricité, c'est au nucléaire avec le danger que ça représente. Et puis, tous les moteurs qui fonctionnent avec l'électricité, les voitures à électricité, le problème, c'est le lithium. Et le lithium, c'est pareil, c'est pas une ressource renouvelable. Donc, on se retrouve toujours face au même problème. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est réduire la consommation, la ramener à un côté humain, basique et local.
Et s'il faut développer des choses complémentaires, covoiturage au maximum. Voilà, après on sort un peu de l'objectif de la monnaie locale, mais ça en fait partie, c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Ce qu'on raisonne, nous, c'est un territoire de production qui répondent au fait de pas pouvoir, c'est pas devoir, c'est ne plus pouvoir à un moment donné se déplacer trop loin. Trouver le maximum de ce qu'on peut avoir à proximité. Une sobriété heureuse. Sobriété heureuse, ça c'est Pierre Rabhi, oui, tout à fait. Oui, alors ça va plus loin quand c'est Pierre Rabhi, il y a vraiment le côté philosophique, tout ça, et il y a quand même là, avec moi, ce que je pense, c'est le côté vraiment pratique, c'est que pour le coup, ça va plus être disponible dans quelques années, il faut vraiment, là pour moi, c'est ce que je porte dans mon opinion, c'est une économie rationnelle. Alors que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, le fonctionnement du système économique mondial, c'est un fonctionnement utopiste, complètement reverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au fait des réalités, et quand ils vont se retrouver face au mur, ça va faire mal à tout le monde, et à eux y compris. Parce qu'ils ne seront pas protégés, parce qu'ils n'arriveront pas à aller sur Mars, monter une colonie sur Mars. On n'a que cette planète, on n'a que ces ressources-là, et ils sont en train de les bousiller grave très très vite. Donc c'est une économie rationnelle. Ben Ryan, à part te dire mille merci d'être venu à Val-d'Égoal pour déjà nous solliciter, conseil municipal, pour faire partie du lancement de la monnaie locale. Je te remercie aussi d'être venu aujourd'hui. Certes, on n'est pas nombreux à écouter, mais comme on diffuse sur les réseaux, et ça veut dire que cette petite graine que tu as voulu poser sur Val-d'Égoal, elle va tourner pour informer les gens des défis à venir, des projets en cours pour donner de l'espoir et montrer qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer la donne. Donc merci Ryan d'être venu. J'aurais juste un petit mot. Je t'en prie. J'aurais juste un petit mot parce que l'objectif c'est de pouvoir aujourd'hui bien sûr essayer de faire émerger un essaim ici sur le Val-d'Égoal. Ce que je vous invite à faire, c'est laisser le maximum de mails. Vous pouvez peut-être, soit tu peux être le contact ici qui peut recueillir des mails, parce que on va procéder par étapes. Ce qui serait bien, ce serait de faire une réunion de présentation avec les élus et avec la population. Ça peut être deux séparés, après soit devant les élus, soit devant la population. Et du coup, pour revenir, il faut qu'on ait un volume suffisamment important pour justifier nos propres déplacements et se dire que ça intéresse, qu'il y a de la motivation sur le local. Donc après, c'est une phase où on peut en parler autour de soi, la monnaie locale, est-ce qu'on peut la faire venir? On en parle au producteur, on recueille un certain nombre de mails. Ce qu'on peut vous envoyer, nous, c'est on vous crée une page aussi sur notre site internet seven-transition.fr sur lequel on peut mettre un encart sur des inscriptions à la mailing list. D'accord. Voilà. C'est différents outils. Et après, on vient vous faire une présentation et on peut aller plus loin sur le travail par rapport à la monnaie. Ok. Je te remercie et je souhaitais inviter Laurent à nous rejoindre pour un focus sur l'apiculture. Donc Laurent a créé un site internet qui s'appelle 2m1.fr, donc demain, le chiffre 2, la lettre M et le chiffre 1.fr. Et donc il est intervenu il y a 2 semaines sur l'événement de Païs pour une conférence sur l'apiculture. Donc sur la commune, comme tu sais, il y a pas mal d'apiculteurs. Notre commune a décroché le label Apicité, donc une action de la commune en faveur des abeilles et des pollinisateurs. Et du coup, Laurent, tu vas nous parler aussi du gros souci du frelon asiatique avec l'idée de mener une action concrète de piégeage et une réunion prochaine. Donc je te donne la parole et un grand merci d'être venu du Vigan, je crois. Non, Saint-André de Magincourt. Encore plus près. Super. Est-ce que j'ai besoin du micro ou... Ouais. Tu le poses sur pas loin de toi, je sais pas si ça te gêne. Ou dans la poche, tu le mets dans la poche. Ça me déconcentre. Ouais, voilà, comme ça tu l'oublies, ouais. Ouais, voilà, si, super. Comme ça va? Ouais. Donc moi en fait j'ai commencé l'apiculture dans les années 2000 en fait. Au départ j'ai travaillé avec des professionnels pour apprendre le métier et ensuite je me suis mis à l'apiculture, mais de façon écologique en fait, avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des ruches sans cadre.
Voilà, pas pour produire du miel, mais pour participer un peu à la sauvegarde des abeilles. Et mon objectif, c'était d'augmenter le cheptel d'année en année pour pouvoir avoir des colonies saines et rustiques, en fait, participer à leur sauvegarde. Et du coup, je suis venu en Cévennes il y a une dizaine d'années, quoi, et depuis 10 ans, tout se passait bien, en fait. J'avais des petits ruchers fixes dans les montagnes, à droite à gauche, et ça se passait bien. Et il y a 2 ans, en fait, il y a eu une grosse... J'ai tout perdu, toutes mes abeilles sont mortes, 40 ruches déquillées, par le frelon asiatique, en fait. Actuellement, il y a plusieurs causes de mortalité des abeilles, il y a plusieurs soucis, tout ça. Bon, je ne veux pas faire toute une conférence là-dessus comme l'autre fois. On va aller droit au but, en fait. Actuellement, en Cévennes, ici, sur le territoire, le frelon pose des gros problèmes parce qu'il se plaît bien, quoi, ici. Et du coup, voilà, ça pose problème à pas mal d'apiculteurs. Alors, il y en a qui vont transhumer leurs ruches en garrigue, parce qu'il y a beaucoup moins de frelons là-bas, en fait. C'est la stratégie, souvent, des professionnels. Mais voilà, bon, du coup, il y a un gros souci. Et alors, suite à cette catastrophe, ça m'a donné un peu à réfléchir sur l'apiculture, parce qu'on a beau faire du mieux qu'on peut, des fois, on n'est pas à l'abri de ce genre de problème. Et du coup, j'ai imaginé d'essayer d'agir plus collectivement, en fait, pour lutter, voilà, au lieu que chaque apiculteur soit dans son petit coin à galérer avec ce problème de frelons, essayer d'avoir une vision un peu du territoire, quoi, dans son ensemble, et d'agir d'une manière commune, et que même des non-apiculteurs puissent participer, en fait, au bien-être des abeilles. Et alors du coup, là on va faire une petite réunion d'organisation la semaine prochaine. S'il y en a qui sont motivés, ce sera mercredi à 5h au Conti. Bon, c'est une petite réunion de travail pour ensuite organiser un plus grand cercle de discussion avec un peu tous les acteurs du territoire, associations, apiculteurs amateurs, professionnels. Tous ceux qui veulent... Il y a déjà un comité qui le fait sur cette maladie. Ouais. Cette année, on a détruit entre Valorog et Pont-Zéro, on a détruit 88 nids de frelons. Ah. Voilà, ce qui commence sérieusement à faire. Ouais. Et du coup, il faut absolument qu'on se mette en partenariat avec vous, si vous voulez, pour essayer d'adopter des stratégies les meilleures, quoi. Moi, il y a notamment une stratégie que je pensais proposer, c'est de faire du piégeage massif en été et en automne. Donc je ne sais pas si tu connais la technique. On piège dès le mois de février. Ouais. Il faut piéger dès le mois de février quand il y a les fondatrices. Oui, il y a les fondatrices. Après là, c'est deux choses différentes. Là, c'est quand il y a un surnombre de frelons, en fait. C'est sur 3 jours, ça se passe. C'est une technique qu'ils utilisent à Bordeaux, là-bas, qui est pas mal efficace, en fait. Et qui permet de faire un piégeage assez ciblé, parce que c'est sur 3 jours, et c'est un petit nettoyage, quoi. Bon, si vous voulez, je vous décris en gros le principe, c'est que tu mets une table, par exemple, dehors, comme ça, avec tout un festin pour eux, en fait. Ça peut être du miel, de la cire, du poisson, du mou de raisin, il y a plusieurs types d'appâts. Ils vont venir se gaver toute la journée. Le soir, ils rentrent chez eux, ils préviennent tous les potes et tout. Ouais, il y a le festin là-bas. Le lendemain, en fait, t'as tout remis en piège en bouteille, en fait. Et genre 30 bouteilles, quoi. Toute la table est remplie de bouteilles pièges. Et du coup, tu laisses ça 2 jours. Et en gros, en 2 jours, du moins selon le nombre de frelons, ils remplissent à peu près toutes les bouteilles à moitié, quoi. Donc ça en fait un sacré paquet. Quelques milliers, quelques centaines, c'est quoi la quantité que tu pièges là avec ta technique? Ouais, c'est plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Donc ça permet quand même de vachement alléger la pression, quoi, sur les abeilles. Et surtout, moi j'ai vu à l'automne, quand les abeilles butinent sur le lierre, là, elles se font dégommer alors qu'elles butinent. C'est les abeilles d'hiver, donc c'est ce qui m'est arrivé un peu, c'est le problème, parce que les abeilles d'hiver, en fait, c'est celles qui vont faire la jonction jusqu'au printemps, qui vivent beaucoup plus longtemps que les abeilles d'été, quoi. Et si elles sont plus assez nombreuses au moment de l'hiver, elles n'arrivent plus à se tenir chaud, quoi. Donc
Donc là, ce principe de piégeage massif, voilà, ça peut être un coup à l'été, en août, et un coup à l'automne, voilà, pour alléger. Donc là, l'idée, c'est de voir les apiculteurs qui sont du moins amateurs aussi. L'idée, c'est aussi que ça permet à tous les acteurs de se rencontrer, quoi. Apiculteurs amateurs, professionnels. Amateur, Ouais. et ma technique, j'empoisonne. Voilà. Ouais. Mais il faut avoir la patience d'attraper les frelons, de les relâcher. Ouais, mais je suis pas trop pour ça, mais c'est intéressant de connaître un peu toutes les différentes pratiques possibles et de voir. Je vais vous dire, j'ai attrapé, j'empoisonne chaque année parce que l'année dernière, je suis arrivé au plus vu de frelons que ceux qui avaient d'abeilles. Donc j'ai dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc j'ai attrapé du fongicide liquide et j'ai attrapé 105 frelons. Attention, parce que marqué. On a attrapé 105 frelons. 3 jours après, on a attrapé 52. 5 jours après, 5. Voilà. Mais on a sauvé nos ruches comme ça. Sinon, on savait qu'en 3 semaines, on perdait tout. Ouais. Tu as peut-être reçu le mail du parc là sur leur technique de piégeage. Est-ce que tu as lu t'as pu lire le mail et voir ce dont il s'agissait? J'ai regardé vite fait. Moi, ce que j'ai plus vu, c'est qu'ils veulent faire du comptage en fait. C'est-à-dire que les apiculteurs leur transmettent le nombre de. Voilà. Le nombre de frelons piégés. D'accord. D'autres choses, mais Est-ce que tu vas coordonner ton action en les informant, en les ralliant au projet? Comment tu vas t'y prendre? Je pense que c'est intéressant. Là, moi j'ai fait donc sur le site demain.fr, là j'ai fait une partie opération frelon, j'ai appelé ça, où on peut justement discuter, il y a un forum, on peut partager un peu de. Ouais. Il y a aussi un système de cartographie où quand on voit des nids, on peut les signaler, puis à ce moment-là, il y en a d'autres qui peuvent s'occuper de faire les démarches pour les détruire, voilà, pour qu'on s'organise un peu mieux tous au niveau. Voilà. Il faut que ce soit quand même des gens qui savent le faire parce que c'est dangereux. Quoi. Ouais, mais c'est pour ça que. Il y a des groupes qui se décrètent, qu'il n'y ait pas des groupes qui se Non, mais c'est pour ça. Normalement, comment dire. Parce qu'on ne peut pas faire des groupes participatifs du coup. Non, mais là c'est pour faire le relais, parce qu'il y a un syndicat d'apiculture, le JFE, je sais plus quoi, qui a apparemment C'est l'UNAF ou pas? C'est l'UNAF ou pas? Je crois pas que c'est l'UNAF, D'accord. c'est le G, je sais plus quoi. Qui a apparemment qui a eu des fonds pour pouvoir avoir du matériel pour justement. Nous on a, moi parce que l'étude comme ça, mais on a fusil à pédale avec les insecticides. Donc les communes ont participé à acheter les billets avec les insecticides et c'est Philippe Balland, je ne sais pas si vous connaissez, qui vient pour détruire les frelons. Mais à une certaine hauteur, après c'est les pompiers qui doivent intervenir. Ouais, voilà. Tu vois, l'idée c'est que toi, si tu connais rien, tu as repéré un nid, tu le signales et après, tu vois, il y a les personnes compétentes qui sont. En fait, il faut un maximum de compétences, en fait, que chacun puisse participer. Il y en a, ils peuvent simplement aller faire des recherches sur Internet, par exemple sur l'origine du frelon, qu'est-ce que c'est ces prédateurs là-bas, etc. Et voilà, apporter l'info et toutes ces infos-là. Je pose la question, est-ce qu'il n'existe pas un parasite naturel du frelon asiatique ou un prédateur, enfin quel est Le poulet. Le quoi? Le poulet. Ouais. Le poulet? Ouais. Mais ouais. On l'a vu sur le web, alors du coup on y a cru quoi. J'ai pu voir que plusieurs abeilles qui s'attaquent à un frelon en fait, dégagent une chaleur. Ouais. Et en fait Le chasse quoi. Elles ont cette technique-là et quand il y a un frelon dans une ruche, elles le font, elles le butent. Il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas. C'est la poule. J'imagine que c'est la poule, mais après c'est uniquement quand il y en a un La isolé. poule, il faut qu'elle aille. Oui, disons que en Asie, là-bas, en fait, elles ont le réflexe de le faire, mais genre elles sortent à plusieurs centaines, tu vois, sans arrêt et tout. Alors que nous, des fois, elles essayent de le faire, mais à 10, tu vois, du mal. C'est un peu chaud. Elles sont pas encore armées pour lutter contre le frelon asiatique, nos abeilles, c'est ça? Parce que c'était radical, hein, ce que j'avais vu. Oui, mais ça c'est à l'intérieur de la ruche, parce que si j'ai bien compris, le frelon asiatique, il tyrannise l'abeille à l'extérieur constamment et la bouffe. C'est ça? En fait, il se met en vol stationnaire, mais il chope les abeilles qui arrivent dans la ruche. Parce qu'elles sont fatiguées, elles sont chargées, tout ça, tu vois, il les attend et il les chope. Mais il la mange. Il la dépiote en fait et il part avec le thorax pour aller nourrir ses larves. D'accord. Mais il ne rentre pas dans les ruches normalement.
Ça peut arriver, si Ouais, qu'ils ça peut fassent aussi des razzias dedans, mais ils sont pas super rassurés, parce qu'ils savent qu'ils sont quand même aussi en danger, quoi, que les abeilles peuvent faire ce que tu disais. Alors, comment on explique qu'il y a plus ce problème ici en Cévennes qu'en Garrigue? Alors, déjà, c'est parce que les reines fondatrices, elles aiment bien les coins d'eau pour pondre, en fait, du moins pour s'enterrer, je veux dire. En fait, normalement, le fonctionnement d'un frelon, c'est qu'à l'automne, ils font une 20 ou 30 reines qui vont s'enterrer et qui vont passer l'hiver toutes seules enterrées, en fait. Et au printemps, elles font un tout petit nid qui peu à peu va grossir, et ça. Contrairement aux abeilles qui hivernent toute la colonie. Du coup, Moi, j'ai été alertée lors d'une réunion à Sandras sur le risque de destruction des nids par coup de feu ou différentes techniques, parce qu'en fait, un essaim qui vient d'être détruit, c'est potentiellement des centaines de nouvelles reines qui vont s'essaimer partout. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai retenu? Je suis pas assez spécialiste de l'histoire du frelon. Ouais. C'est aussi justement pour ça que je pense que c'est bien d'échanger au maximum les informations, toujours, tout ça. Des destructions de l'essaim. Après, si c'est un insecticide, les reines ne pourront pas repartir, c'est sûr. Ouais. Mais parce que... C'est quand ils tirent. Oui, c'est dès que le coup de feu fait une division. Dès que le coup de feu fait une division, les reines sortent. Qu'est-ce que ça fait? Une division. C'est un peu comme Et que du coup, ils peuvent refaire plein de petites colonies, en fait. Je sais pas exactement, justement, le frelon à partir de... un frelon ouvrière, entre guillemets, ou reine, comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire aussi que dans la mesure où on n'est pas trop informé, ça veut dire qu'on est au début seulement de la réflexion sur le frelon ou Non, Non, c'est un problème depuis quelques années. Oui, voilà. par rapport au fait qu'on soit... C'est juste trouver la meilleure méthode, parce que le problème s'intensifie, en fait. La problématique quand même du frelon, c'est la réflexion globale, c'est l'écosystème qui s'est tellement appauvri qu'on ne peut pas trop trouver de prédateurs non plus, parce que les oiseaux sont en déclin. Il aurait pu y avoir des oiseaux qui sont prédateurs, à mon avis. moi, On n'est pas de prédateurs là. c'est pour ça que je suis pas trop pour la chimie, parce que le nid, une fois qu'il est mort, il se fait peut-être becter un peu par des oiseaux et tout ça. Et le parc nous a mis en garde aussi sur le système de piégeage, parce que s'il est fait par des gens qui ne font pas attention, qui vont laisser leur bouteille plein de bière Lidl, il y avait cette méthode là, on met de la bière bas prix dans une bouteille et du coup on piège le frelon. Ok, sauf que 2 jours après, 3 jours après, il faut venir ramasser, parce qu'après ça se transforme en un magma qui intéresse d'autres insectes, et là du coup c'est une véritable hécatombe pour les autres types d'insectes. Donc il faut que les gens qui piègent soient des gens informés. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup aussi l'action de Laurent, parce que lui il est en train de créer une action fédératrice, s'intéresse au partenariat avec le parc. Josian aussi, il a beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Voilà, donc le piégeage intelligent, ça va être quelque chose qu'on va essayer de... Il faut qu'il y ait un suivi par rapport à ce genre de... Ouais, si tu pièges, tu es informé, tu fais attention, tu es vigilant, tu ramasses 2 jours, 3. Tu ne laisses pas le piège en place pendant des semaines, quoi. C'est ça? Ouais, en fait, pour moi cette année là, c'est une première action déjà pour se rencontrer, Voilà, pour tout ça, pour l'histoire de... Alors c'est mercredi à 5h. 17h au Conti. Bienvenue 17h. Au Vigan, et après sinon sur le site internet aussi je laisserai l'info. Du moins le principe du site c'est que ça peut être aussi participatif un maximum pour tout le monde. Voilà. Après l'idée ce serait que peut-être on pourrait aller encore plus loin l'an prochain, justement pour le piégeage des fondatrices très tôt au printemps là. Et je pensais que dans ce cas on pourrait essayer par exemple de faire une action groupée avec les écoles pour expliquer aux enfants fabriquer des pièges, etc. Et que eux expliquent à leurs parents que pendant 1 mois il faut piéger de telle et telle manière, et qu'on essaye de faire ça du coup sur tout le territoire, un maximum d'endroits pour pouvoir être efficace, quoi, parce que si tu fais juste du piégeage de fondatrices dans ton coin,
Ouais. Idéalement, il faudrait demander aussi aux élèves de ramener les bouteilles à date due pour qu'on puisse compter le nombre de piégeages, voir s'il n'y a pas eu d'autres types d'insectes. Voilà. Ce serait sympa que voilà, y ait l'action de piégeage, mais aussi un retour. Alors je sais pas comment, hein, mais peut-être que voilà, nous les élus, on peut passer un petit temps pour compter les bébêtes. Voilà, je sais pas, mais voilà, qu'il y ait cette idée de on pose, mais on ramène après pour pas risquer justement d'en laisser dans la nature. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais assez favorable. On parle des enfants. Je serais assez favorable enfants-parents. Enfants, bien sûr, il faut. Voilà, on commence par les enfants, effectivement. Moi, je serais assez favorable pour que ce soit encore plus optimisé cette action. Enfants-parents, vraiment une prise de conscience collective, enfants-parents. Mais aussi avec une réflexion du territoire en lui-même, d'essayer de faire un maillage suffisant, au moins pour nettoyer une vallée ou un truc comme ça. Mais ce genre d'action, peut-être qu'elle pourra naître un peu de ce début là qu'on fait. Et pareil qu'il y a un maximum d'acteurs du territoire qui participent. Et j'avais aussi, si tu me le permets, tu nous as informé il y a 2 semaines de l'impact, donc la disparition des abeilles. Tu nous as dit que c'était multifactoriel. Et il y a le facteur onde mobile que tu as souligné. Et je voulais que tu consacres ces 5 dernières minutes de nos causeries du printemps Val-des-Gouailles. Je voulais que tu nous parles de l'aspect antenne. Ouais, alors en 5 minutes, c'est pas évident. Et réseau téléphonie mobile. Si ça vous intéresse, je peux. Alors, il y a un phénomène qui est apparu dans les années 2000 en apiculteur qui s'appelait le phénomène de disparition massive. C'est un nouveau phénomène où toutes les abeilles disparaissent, quoi, en gros, de toutes les ruches en même temps. Et alors moi une fois j'avais mis comme ça une 30aine de ruches en montagne noire et tout allait bien et je reviens une fois, plus personne. Alors du coup j'ai tout démonté les ruches, j'ai cherché, il n'y avait que les reines toutes seules avec leurs accompagnatrices, quoi. Mais plus personne, quoi, toutes les ruches désertées, quoi. Alors du coup j'ai mené l'enquête et sur place en fait tous les gens qui mettent des abeilles disparaissent, quoi. On ne peut pas mettre d'abeilles là-bas, c'est pas possible. Et c'est en zone un peu de montagne, et il y a donc pas de pesticides, tout ça, c'est assez sauvage, quoi. Mais il y a des antennes relais, quoi. Et du coup, j'ai pas mal étudié la question. Alors, le problème, dans les années 2000, c'était une étude gouvernementale qui était faite, et ils en ont déduit que c'était soit des pesticides, soit les maladies, les maladies d'abeilles, les nouvelles maladies ou quoi, soit les pratiques des apiculteurs, en fait. Et du coup, point barre, en fait. C'est-à-dire que les OGM, les ondes et tout, c'est hors sujet. Alors, comme il y a des études indépendantes qui ont clairement démontré qu'il y avait des problèmes, moi j'ai contacté un peu les scientifiques de l'abeille, du CNRS, de tout ça, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et ils ont dit qu'ils aimeraient bien étudier ce sujet-là, mais ils n'ont pas le droit, ils peuvent faire. Et du coup, ça fait bientôt 20 ans qu'ils cherchent dans leur microscope, mais ils ne trouvent pas les causes de ce phénomène. Alors moi, je me suis acheté un appareil qui détecte les ondes électromagnétiques pour mettre mes abeilles à l'abri depuis cette histoire. Et du coup, tout s'est bien passé depuis que je les mets à l'abri des ondes. Une cage de Faraday. Sauf une fois, il y avait... Ça, c'est l'idée. Ouais, après, je viendrai. Une fois, en fait, il y avait des amis qui avaient un jardin partagé au Ré, là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait un peu beaucoup d'ondes. J'avais pas trop envie. Ils m'ont demandé de mettre des abeilles pour polliniser. J'avais pas trop envie. Finalement, j'ai cherché l'endroit du terrain où il y avait le moins d'ondes et je les ai mis là. Mais elles m'ont refait ce phénomène. C'est la seule fois où ça m'est arrivé une nouvelle fois. Et pour moi, il n'y avait pas trop de doute là-dessus, quoi. Donc la stratégie, c'est effectivement d'essayer de les mettre à l'abri, quoi, éventuellement, si on a un appareil. Voilà. Parce qu'en montagne, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'antennes, mais que du coup, elles ont une très grosse zone à couvrir chacune. Donc elles émettent très fortement. Donc selon où on se situe vis-à-vis de l'antenne, c'est beaucoup plus puissant qu'en ville, il y a plein d'antennes, mais chacune a une
petite zone à couvrir, il y a un maillage serré, enfin, qui fait qu'il y a voilà, c'est plus stable, il y a moins de pics. Et alors après, il y a une autre stratégie. Moi, ce que je pensais, c'était de faire effectivement des ruchicages de Faraday. J'en ai fait une déjà. Mais l'idée, ça pourrait être de faire un poulailler rucher, parce que les poules, là aussi, elles peuvent servir à pas mal de choses pour aider les abeilles, quoi. Notamment pour le frelon, mais aussi pour l'Aetina tumida, qui est un nouveau petit coléoptère là, qui risque de se pointer bientôt et qui va poser aussi des problèmes. Donc ça serait un rucher, voilà, quand on est dans une zone un peu avec des ondes et tout ça, c'est de faire un cage de Faraday, quoi. Au moins la partie ruche ou même l'ensemble. Donc juste avec du papier d'aluminium, donc c'est pas très compliqué, c'est pas très onéreux, quoi. Une partie grillagée. Donc ça peut être des idées. Après, voilà, après, ouais, j'ai le projet peut-être de monter une forme d'association d'apiculture associative en fait. Et dans ce cadre-là, on pourrait mener comme ça des petites recherches. Moi, c'est aussi faire des cabanes à insectes, cage de Faraday et non. Et comme ça, on regarde ce qui se passe et dans le meilleur des cas, ils ont quand même un abri. Bon, en tout cas, ouais. Après, voilà, il faut tenir compte de tous les facteurs en fait, des pesticides, autant que les ondes, autant que les frelons. Finalement, si je comprends bien, il y a une recherche de réseau, de mise en réseau de toutes ces recherches, connaissances, échanges pour arriver à éradiquer ce problème. Ouais, bah là, pour moi, cette année, le frelon, c'est déjà, comme ça concerne tout le monde, parce qu'il y a un peu de monde en apiculture, les amateurs et les professionnels, souvent ils se côtoient pas trop, c'est un peu... Et du coup, là, c'est l'occasion d'essayer de réunir un peu tout le monde autour de la question, de pouvoir se rencontrer, discuter, échanger. Et après, voilà, après... Finalement, il faut mettre les... Comment dire, il serait peut-être souhaitable de mettre les ruches dans les grands poulaillers. Bah, dans les ruches, et dans le papier alu, dans les ruches, dans le poulailler. Et loin des pesticides. Loin des pesticides et loin des renards. Et puis après, il y a la 5G, tu nous as dit, qui débarque, et là, c'est la cata. C'est collapso logique. Elle est terrible, ça même. C'est l'apocalypse. Bah, si vous voulez, je vous explique le phénomène de disparition, là, parce qu'il est expliqué par des scientifiques indépendants. Grosso modo, il y a deux trucs. Il y a une étude scientifique qui a démontré qu'elles ont des corps champignons dans le cerveau, ça s'appelle, qui leur sert à l'orientation, c'est une petite partie du cerveau, quoi, qui se met en vibration dans les mêmes fréquences que la 4G, en fait, la 3G. Je me souviens plus exactement de la fréquence, mais elles ont le cerveau comme ça qui vibre, en fait, quand elles sont soumises aux ondes. Ouais. Et du coup, quand la ruche est dans un faisceau, elles ont en permanence le cerveau qui vibre en fait. Ce serait un peu comme si on mettait de la techno 24 sur 24. Voilà. Et le deuxième étude, c'est un scientifique suisse là, qui a mené cette étude-là. Il les a enregistrés en fait, le son, quoi, en les soumettant à des ondes. Et il s'est aperçu qu'elles émettaient un bruissement qui était le même que quand elle se prépare à essaimer en fait. C'est le bruissement d'essaimage. Un essaimage, normalement, c'est que dans une ruche, il y a la moitié des abeilles qui part avec la reine pour voilà, fonder une nouvelle colonie. Et là, en fait, il y a une fièvre d'essaimage qui se transmet de ruche en ruche. Il y a tout le rucher qui se met en bourdonnement, comme ça. Et un beau jour, tout le monde s'en va. Mais sauf les reines, en fait. Physiologiquement, elles ne sont pas dans la logique de bouger, d'essaimer, puisqu'il n'y a pas de nouvelles reines prévues. Souvent, c'est à l'automne, quoi, c'est pas... Donc, voilà. Le phénomène, il est quand même relativement clairement expliqué, mais les autorités, pour eux, c'est tabou. On n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est pas bien. Et du coup, pour pouvoir faire avancer les choses, il faudrait être nombreux, quoi. Chaque apiculteur isolé dans son coin, il ne peut rien faire, en fait, par rapport à cette prise de conscience. C'est pour ça qu'à terme, j'aimerais bien créer une association d'apiculteurs amateurs respectueux de l'abeille, dans un but
plus de sauvegarde et de pollinisation. Alors il pourrait y avoir, oui comme tu dis, il pourrait y avoir les apiculteurs, les pros, les pas pros, et puis comme disait Josian tout à l'heure, ceux aussi qui sont en charge de détruire les nids, parce que peut-être aussi que en voulant prendre l'initiative de détruire les nids, ça pose peut-être plus de problèmes que de solutions. C'est vraiment un vrai réseau qu'il faudrait mettre en place. Je pense que c'est un réseau plus. Ouais. Mais voilà, et dans un premier temps, peut-être qu'on peut parler des frelons même dans la suite aussi, mais peut-être qu'après il y a d'autres questions aussi qu'on va pouvoir aborder, les pesticides, pouvoir améliorer la situation, c'est pareil, il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir faire pression sur les agriculteurs. Il y a aussi le manque de diversité florale. Plus ça va et moins il y a de diversité et tout. Et donc c'est aussi lié aux pratiques agricoles. Oui, on revient à la biodiversité. Et du coup, on est tous concernés en fait. Il ne faut pas que ça soit que l'affaire de spécialistes, d'agriculteurs. Il faut que c'est une grosse réflexion à mener à partir de l'abeille, le frelon, la biodiversité. Donc vous êtes invités à venir voir le site. En fait, le site. C'est demain en fait, ça m'inspire un peu du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film demain, c'est pour qu'on partage au maximum des outils, des infos, tout ça pour pouvoir avoir des solutions pour agir mieux. Donc en fait c'est participatif quoi, j'ai juste créé l'outil et après c'est nous qui le faisons en fait. Donc il y a plein de thématiques, l'éco-construction, la permaculture, tout ça, la santé, machin. Et en fait il y a 3 outils, il y a un moteur de recherche partagé. C'est-à-dire que quand vous avez une info vers un site sur d'éco-construction qui est super et tout, vous le proposez, et une fois qu'il est accepté par tout le monde, tac, on le met dans le moteur de recherche en fait. Ce qui fait que par la suite, quand tu taperas tomate ou ce que tu veux dans le moteur, tu accéderas que à des infos, que à des bons sites en fait. Pour trier un peu l'internet, avoir que du bon quand on est dessus. Il y a une partie les acteurs où chacun peut s'inscrire en fait et expliquer ce qu'il propose. En fait. Si par exemple toi tu organises des stages d'apiculture ou si tu fais de l'hébergement, des stages de vannerie, des trucs, en fait tu indiques où tu te situes et qu'est-ce que tu proposes comme chose. Et ensuite ceux qui cherchent des acteurs, ils peuvent trier ce qu'ils recherchent. Du coup ça facilite aussi l'accès au concret en fait, au monde, des infos. Et puis il y a une partie forum de discussion aussi. C'est un site, c'est demain.fr. Je vous laisserai un petit flyer sur. Donc c'est le chiffre 2, la lettre M, le chiffre 1.fr. En 3 caractères. Ouais. Et puis voilà, c'est sans pub, sans cookies, sans lucratif derrière. C'est vraiment un outil au service de la des générations futures. Si tu me permets de prendre le micro, juste une seconde. Donc, je vous ai parlé pas mal aujourd'hui du label Apicité que notre commune a réussi à décrocher grâce au travail de Cécilia, qui a été avec nous pendant 8 mois dans le cadre de sa mission de service civique. Donc, je tenais pour conclure nos conneries à la remercier puisque elle a travaillé sur le projet d'Atlas de biodiversité communale. Et ce travail a, eu un impact assez fort au niveau de l'inventaire de la biodiversité sur notre commune, à sensibiliser les habitants, à sensibiliser les élus sur cette idée que connaître notre biodiversité, ça nous permet de la protéger. Dès qu'on commence à s'intéresser à cette problématique, on a beaucoup plus d'énergie sur ce type de projet. Donc je profite de ta présence, Cécilia, au service de la collectivité, donc dans le cadre de cette atlas de biodiversité communale. Et je voulais juste finir sur ce sujet de la sensibilisation. Donc le label Apicité, c'est aussi un engagement de la commune pour sensibiliser les habitants. Donc juste rappeler 2 constats. On connaît tous le rôle essentiel pour la pollinisation qui assure la reproduction des 2 tiers des espèces cultivées. Voilà.
Donc ça c'est en France, 2/3 des espèces cultivées pour notre nourriture est assurée par les pollinisateurs, dont les pollinisateurs sauvages aussi. Donc il faut les préserver. Et ceci, donc ces 2/3 des espèces cultivées, ça représente 35% des ressources alimentaires mondiales. Voilà. Donc voilà, on se sent assez peu sous ce chapiteau à 7 heures, hein, parce qu'on conclut la journée. Mais on parle de ces défis majeurs. Hein. Chaque année, 30% du cheptel des abeilles meurent chaque année à cause de la dégradation de leur environnement. Voilà. Donc en tant que commune porteur de la démarche exemplaire de protection, nous, les élus, on se doit de parler de ça et de favoriser aussi par la mise en relation ou des journées comme aujourd'hui, le travail de ceux qui œuvrent en faveur des pollinisateurs. Donc Laurent, un très très grand merci d'être venu nous parler. Et voilà, pour conclure cet après-midi, un petit mot peut-être Brigitte. Moi je suis... Tu veux un petit mot sur de la conclusion, journée, sur ce qui vient d'être dit là maintenant de la journée. De la journée. Voilà. Bah écoute, moi je trouve que malgré le mauvais temps, on n'avait pas de soleil, mais bon, il y a quand même une fréquentation, on va dire moyenne, mais quand même, les gens sont venus. Je trouve qu'on a eu des échanges de qualité. Puis surtout, je pense que ça nous permet aussi une grande ouverture d'esprit et de s'apercevoir que sur ce territoire, il y a beaucoup de choses qui se font. On n'est pas au courant. Et il faut se tenir au courant et bravo à tous ceux qui font ces tas de recherches, qui veulent faire vivre ce territoire et qui veulent nous informer. Et c'est pas facile de nous informer. Alors merci à tous. Bravo. À ce sujet, voilà, j'ai travaillé sur. D'accord. J'ai travaillé sur des petits fascicules en fait. Sur l'apiculture, la situation en fait des abeilles. En fait, je parle il y a 100 millions d'années, leur origine, tout ça. Dans ce petit fascicule qui est remonté à 100 millions d'années. Ouais. J'ai pas mal bossé parce que c'est du travail d'arriver à condenser un max d'infos. Donc voilà, je me suis appliqué. Et puis du coup, je fais un tour aussi d'horizon des problèmes actuels. Et puis à la fin, j'évoque aussi des solutions un peu dont je vous parlais, là, de reconsidérer l'apiculture d'une autre manière, en fait. L'apiculture de demain, si on veut qu'il y ait encore des abeilles. Avec les problèmes de maintenant. Voilà, et du coup, voilà, je le fais à prix libre, en fait. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans le sujet, un peu, c'est un prix libre et conscient. Moi, je veux bien, je vais chercher les sous.